Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Chasse Patate sur la deuxième journée du Tour de France. Alors on devait faire cet épisode en live, malheureusement on a eu des petits soucis de connexion donc on s'en excuse. Du coup on se retrouve à 3 aujourd'hui. Alors je tiens à souhaiter la bienvenue à Johan qui fait son retour parmi nous. Bienvenue Johan. Salut Alex, ça va ? Ça va. Et toi ? Bah moi ça va bien, je passé une bonne journée, je suis baladé, c'était cool. Ça fait une petite pause en dehors du Tour de France. Avant l'étape de Villard-de-Lans demain où tout le monde sera agglutiné à son téléviseur. Et on souhaite la bienvenue à un petit nouveau, grand nouveau plutôt parce que vous le connaissez tous dans la communauté du groupe Eto. Bienvenue à Geoffrey. Merci de l'invitation, ça fait plaisir de vous rejoindre, ça fait un petit moment qu'on avait proposé, là l'occasion est bonne pour pouvoir faire partie de l'équipe et c'est avec grand plaisir que je vous rejoins. Alors on va aller directement dans le Grand Bain. Alors on a eu une arrivée un peu décevante au Grand Colombier avec pas énormément d'écart, mais est-ce que selon vous on en voit déjà un peu plus clair sur la situation du Tour en général? Alors Geoffrey, comme t'es nouveau, je vais directement te lancer dans le Grand Bain. Qu'est-ce que tu penses de la situation du général après cette étape du Grand Colombier? Sur l'étape du Grand Colombier en général, je m'attendais à quelque chose comme ça, peu d'écart entre les tout premiers, des grands écarts pour ceux qui ont été défaillants comme Egan Bernal. Le fait que ce soit Egan Bernal qui ait sauté, c'était quand même une surprise pour moi. Maintenant, cette étape m'a fait penser à celle du Tourmalet l'année dernière. Il reste beaucoup de montagnes après, donc ça a pris peu de risques. Il y a peu d'écart entre les tout meilleurs. Tout en haut, on a Roglic qui est en jaune, qui est le grand favori, qui pour moi va gagner le Tour de France. Il n'y a personne qui peut vraiment l'inquiéter. Pogačar est nettement le meilleur grimpeur à ses côtés. Il est deuxième. Je pense qu'il devrait le rester. Il y a du suspense pour la troisième place. Ils sont 5 à se tenir en une quarantaine de secondes. À voir ce qui va se passer. Et pour toi, Johan, est-ce que tu penses que l'étape du Grand Colombier et l'étape du Puy-Marie qui l'avait précédé 2 jours auparavant, est-ce que ça a éclairci le général ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'il y a toujours match entre plusieurs coureurs? Bah en tout cas ça donne le ton, c'est-à-dire que il y a les deux Slovènes et puis les autres derrière qui se battent un peu pour les accessites et essayer de survivre dans leur roue. Donc clairement, je suis pas d'accord sur le fait que Roglic va les gagner. Pour moi, Pogačar va les gagner. Il est quand même supérieur à Roglic en montagne. Il reste pas mal de montagnes. Il y a l'arrivée au col de Halouse où les écarts vont se faire un petit peu naturellement. Sachant qu'en plus, Pogačar a déjà battu Roglic sur le chrono des championnats slovènes et qui c'est pas impossible qu'il en fasse le coup sur le chrono final. Je pense pas que la victoire finale soit définitive. Par contre, oui, il y a un vrai gap par rapport aux autres derrière et on a du mal à voir d'autres coureurs venir les inquiéter. Donc, en gros, pour l'instant, vous dites il y a Roglic, il y a Pogačar et il y a les autres. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un coureur, alors notamment Richie Porte, qui était très fort dans le Puy-Marie puis dans le Grand Colombier, puisqu'il attaque Roglic et Pogačar lors de cette dernière ascension, ou un Mikel Landa où on sait qu'il peut être un peu plus offensif, qu'il n'y en a pas un des deux, voire un autre, un Uran, un Lopez, un Yates, qui peut aller dénicher les deux au-dessus, ou est-ce que c'est mission impossible, Roglic et Pogačar sont vraiment au-dessus du reste, Geoffroy? C'est Yates qui avait attaqué, c'était pas Porte. Porte, il s'accroche, il fait forte impression dans le final. C'est lui le mieux placé des 5 de Uran, Lopez, Yates, Landa et lui pour briller dans le chrono final. Maintenant, c'est pas quelqu'un qui brille par son style ultra offensif non plus. Landa a des velléités offensives un peu plus grandes. Est-ce qu'il va les mettre à contribution ? On verra, il a une bonne équipe autour, hein. Il était bien accompagné jusqu'en haut du Grand Colombier. Maintenant, on ne l'a pas encore vraiment vu attaquer. L'étape de Villard-de-Lans promet pas
spécialement beaucoup de mouvements de loin. Je crains une étape où on aura un sprint entre les costauds dans la petite montée finale. Peut-être encore des défaillances, qui sait. Et les tout meilleurs qui vont encore se tenir en quelques secondes. La Loze et la Roche-sur-Foron peuvent permettre plus de mouvement. Je parierai pas sur une fin de tour malheureusement très animée. Je crains que ce soit un final un peu à la 2016, où les écarts petit à petit se font naturellement tellement il y a eu de montagne sans qu'il y ait d'attaque parce qu'ils ont peur d'une défaillance dans la montagne qui reste. Et je crains que la Roche-sur-Foron ce soit une répétition de Morzine en 2016, où au début de l'étape tout le monde est au final content de sa place, même s'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'écarts relatifs entre chaque place et qu'il se passe pas grand-chose. Et Johan, toi, alors qu'est-ce que tu penses de la filière colombienne Uran Lopez? Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir garder le podium, ou est-ce qu'au contraire tu vois un Porte, un Landa, un Yates, voire même un Hendrik Pass qui est pas trop mal placé au classement général, même si il est à 3 minutes 15, donc déjà 1 minute de retard sur Landa. Pour toi, si Pogačar et Roglic ne craquent pas, qui va avoir la 3e place sur le podium? Bah, le problème, l'avantage de Uran et Lopez, c'est que des podiums sur les grands tours, ils ont déjà fait. Ils savent faire et ils savent tenir 3 semaines. Richie Porte sur les grands tours, c'est pas tout à fait ça. Landa, il a quand même une belle capacité à rater les podiums en général. Donc après, c'est toujours difficile de savoir parce que là, les états de forme de la 3e semaine vont vraiment être déterminants pour ce qui va suivre. On ne sait pas si Richie Porte va toujours être aussi fort, si Henrik Mas va pas continuer à progresser et se rapprocher du podium. Si un Landa va pas se mettre à attaquer et pouvoir gagner 8 heures en montagne, c'est toujours un peu difficile. Donc là, pronostiquer en l'état qui va être 3e, c'est vraiment compliqué. On ne sait pas s'il risque pas d'avoir de nouvelles chutes en plus, parce qu'il y a quand même pas mal d'abandons sur ce tour. Donc honnêtement, moi je parierais sur Uran, qui va faire un podium 3e en loose day, ça va être magnifique, ça va être génial. Mais voilà quoi, c'est comme difficile de pronostiquer. Alors, à défaut de pronostiquer, un coureur comme Mas, par exemple, qui navigue entre 2 places, il est 8e de général pour l'instant, il est à 3 minutes 15 du général en ce moment, la veille de l'étape 16. Mikel Landa, il est à 2 minutes 16, donc 1 minute devant lui, et derrière Quintana à 9e, à 5 minutes 08, donc il a encore quasiment 2 minutes de marge. Alors, pour vous, qu'est-ce que Mas va faire? Est-ce qu'il va continuer de s'accrocher avec les meilleurs, ou est-ce que vous le voyez attaquer pour tenter un meilleur classement? Du coup, Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, Mas, je le vois absolument pas attaquer. Il est dans l'équipe Movistar qui vise le classement par équipe. Pour moi, c'est leur seul vrai objectif restant. Ils sont en mesure de le gagner, ils l'ont déjà fait. Je vois Mas et Valverde s'accrocher avec les meilleurs, pas perdre trop de temps. Je vois des mecs comme Verona aller régulièrement dans les échappées, dans les étapes, avec d'autres, dans les étapes où ils peuvent être à 2 ou 3 à reprendre du temps au peloton et donc à gagner du temps au classement par équipe. Et Mas, peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il va rattraper quelques coureurs qui seraient défaillants s'il finit bien, et une petite 6e place au mieux. Je le vois pas être offensif, Mas. Ok. Et pour clôturer un peu ceux qui peuvent viser un meilleur classement au général, ou en tout cas tenter d'aller chercher un podium, il y en a un dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est Adam Yates, comme tu l'as dit Geoffrey, qui attaque dans le Gros Colombien. Enfin, une petite attaque, mais c'est vraiment la seule attaque qu'on a vue de tout le col, enfin jusqu'au dernier kilomètre en tout cas. Il a été plutôt discret, longtemps en queue de groupe d'ailleurs, notamment au Puy-Marie, où on le voit qui cravache, mais au final il s'accroche et il est dans le top 5, il est à 2 minutes 3 de Primoz Roglic, 10 secondes devant Richie Porte, mais aussi une quinzaine de secondes derrière Miguel Angel Lopez. Alors, est-ce que pour toi, Johan, est-ce qu'il peut aller viser plus, ou est-ce que tu le vois tenter de juste garder sa 5e place? Après, Damiette, c'est pas Simon. Enfin, Simon est beaucoup plus offensif en général. Damiette, c'est un peu plus un suiveur. Je trouve qu'il fait un très beau Tour de France. Il est très régulier. Il avait l'air pas mal sur les dernières étapes. Je pense que pour cette situation, c'est un peu comme celle d'Uran, c'est-à-dire qu'il va pas être très actif, il va se contenter d'essayer de grappiller du temps un peu comme il peut.
essayer de jouer un peu sur ses qualités de puncher peut-être pour essayer d'aller gratter peut-être des bonifications en plus. Il peut finir sur le podium, c'est possible. On peut faire 4ème comme en 2016 d'ailleurs, si on est un peu dans le même genre de configuration. Je ne vois pas réussir à influencer la course non plus de manière très décisive. On va s'éloigner un peu du top 8 des favoris qui peuvent vraiment aller chercher la victoire ou le podium, et on va revenir un peu sur les déceptions de cette étape du Grand Colombier. Les 2 grandes défaillances, celle de Nairo Quintana qui perd 3 minutes, qui est sauvé de justesse du naufrage parce que Warren Barguil arrive à l'attendre, et surtout Degan Harley-Bernal qui, lui, se prend 7 minutes dans la face, qui se fait lâcher par Vuillermoz dans la montée finale, malgré le renfort de Kwiatkowski et de Carapaz sur la fin. On l'a vu avec Wout van Aert qui semble pépère dans la roue. Du coup, qu'attendre des 2 Colombiens? Est-ce qu'ils vont, pour vous, ils vont réussir à rebondir, à aller viser des victoires d'étape, ou est-ce que le tour est plus ou moins fini pour eux et ça va juste être une dégringolade d'ici là, Geoffrey? Être distancé au général et se rattraper en gagnant une étape, Quintana il sait faire, hein, ça fait 2 ans qu'il nous le fait le coup, donc peut-être qu'il remettra ça dans une étape. Vu les hautes altitudes où il a brillé ces 2 dernières années, pourquoi pas à la Loze? J'y crois moyen, mais c'est peut-être celle qui lui convient le mieux. Egan Bernal, lui en revanche, c'est encore un gamin. L'année dernière, c'est la première fois qu'il se retrouvait en mesure de gagner le tour et il l'a gagné. Là, c'est la première fois qu'on le voit subir une défaillance telle dans un grand tour alors qu'il avait un objectif très important. Ça va être intéressant de voir comment il réagit. Ça va être aussi intéressant de voir l'équipe Ineos comment elle réagit, parce que elle est jamais aussi offensive, cette équipe-là, que quand elle est en difficulté. Oui, après en 2014, Ineos, quand ils ont une défiance générale, que ce soit de Froome ou de Richie Porte ou Geraint Thomas, ils n'ont pas fait grand-chose derrière non plus. Moi, je veux dire à titre personnel que je suis assez content de la défense d'Egan Bernal, non pas parce que anti-sky, anti-machin, mais parce que j'arrêtais pas de dire que ça me semblait être du surentraînement, tout ce qu'il faisait en Colombie, son programme de course, tout ça, qu'il y a des gens qui me disaient non, c'est pas ça, non, ça va, en fait, il se gère. Et non, pas du tout, il s'est complètement flingué, et puis là, il est en pleine fatigue, donc on peut quand même noter la différence entre Quintana et Bernal dans le Grand Colombier, c'est que Quintana, il s'est battu jusqu'au bout pour rester au contact. Bernal, au bout d'un moment, il a complètement lâché l'affaire, donc c'est quand même compliqué d'imaginer un Bernal qui soit très conquérant derrière ça, alors mentalement il a décroché. Quand Quintana est encore dedans, Bernal il a quand même cassé quelque chose, donc je pense pas que la Sky va venir mettre le bazar ou tenter des grandes manœuvres. Je pense qu'on verra Bernal dans les échappées, et puis c'est tout. Des grandes manœuvres, j'y crois pas non plus. Je le vois pas renverser le tour comme Froome avait renversé le Giro dans la Finestrée. Mais se montrer offensif dans une étape et aller chercher quelque chose, ils peuvent se lancer avec Carapaz ou avec d'autres, quoi. Même si Carapaz, c'est le côté assez atypique du classement général, quoi. Carapaz, il est juste 3 places derrière Bernal au général, il est 20 minutes derrière, donc lui il aura plus de marge de manœuvre, mais collectivement ils peuvent faire quelque chose. Si on se retrouve à avoir une étape pour baroudeur où ils sont à 20, 25 devant, qui arrive parfois, ce qui n'est pas encore arrivé cette année, c'est pas à mon avis une grosse cote que d'imaginer que l'équipe Ineos soit une des équipes les mieux représentées dans une échappée comme ça dans les 3 prochains jours. Alors, Johan, tu mentionnais que pour toi, Bernal il est complètement cuit. Tu le vois même pas tenter sa chance dans une échappée. Je pense notamment à l'étape entre Méribel et La Roche-sur-Foron, qui me semble taillée pour un baroudeur qui sait grimper. On a le Cormet de Roseland, la route des villes, les Saisies, les Aravis, et enfin le plateau des Glières. Ça semble être une étape qui pourrait sourire à quelqu'un qui est très loin au général et qui s'est grimpé. Donc on a mentionné Carapaz, mais moi je pense aussi à un Warren Barguil, un Johan Esteban Chaves, un Marc Soler. Bernal, pour toi, il peut pas tenter d'aller chercher cette victoire-là, par exemple? Oui, après je sais pas si Rochefort-Foron c'est le meilleur endroit pour aller chercher une victoire d'étape, parce qu'on voit que le peloton a quand même beaucoup de mal à laisser partir les baroudeurs en général sur ce Tour de France.
Et j'ai peur que sur cette étape, le peloton soit très près des fesses des baroudeurs aussi. Donc, je sais pas si ça va pas jouer quand même entre favoris, même s'il se passe pas grand-chose et que ce soit un des leaders du peloton qui gagne. Mais moi, j'aurais plus qu'il y a plus le temps de prendre du temps sur l'étape du col de la Louse et de prendre de l'écart, quoi. Après, Bernal, du coup, il peut toujours essayer de gagner le maillot à poids aussi, s'il veut s'amuser à ça, parce que du coup, s'il passe Madeleine Louse en tête, c'est bingo, quoi. Je pense qu'il va prendre les échappées, je pense qu'il va essayer de gagner. Je le vois mal maintenant qu'il y a eu que mentalement il y a eu un cap où il a craqué ou qu'il puisse vraiment surmonter sa fatigue, mais bon. Après, je sais pas, il a quand même une grosse récupération, c'est un gros diesel, donc on verra. On n'a pas parlé du 10e du général, on va pas en parler parce que c'est Tom Dumoulin, c'est un équipier de Primoz Roglic qu'on a beaucoup vu à l'avant. Le 11e du général, en revanche, c'est Guillaume Martin, c'est le premier français, il est à 6 minutes 45 du général, il a eu malheureusement une grosse défaillance au Puy-Marie. Derrière, au Grand Colombier, il joue de malchance, soit il crève, soit il a un problème de derrière, je sais pas exactement, il a dû changer. Il a cassé le derrière, je crois. Ouais, derrière cassé, ouais. Et donc du coup, au final, il perd énormément de temps sur cette étape-là, ce qui fait qu'il est un peu dans un no man's land, il se retrouve avec Valverde, il est 1 minute 30 derrière le top 10 et 1 minute devant le 13e qui est Egan Bernal. Maintenant, les Français, on va pas se le cacher, messieurs, c'est un tour décevant pour eux, à part la victoire de Julien Alaphilippe à Nice et la victoire de Nance Peters dans les Pyrénées. C'est un peu chou blanc. Bardet abandonne sur commotion cérébrale. Brian Cocard, un peu en retard sur les sprints. On le voit qu'il a un peu de mal, il a mal au dos. Pinot, plus ou moins out pour le général. Est-ce qu'on peut retrouver de l'espoir pour les coureurs français sur cette 3e semaine, Johan? On peut gagner une autre étape. Il y a Pierre Roland qui est pas mal et qui peut aller chercher une victoire d'étape. Dans Peter, c'est toujours pas mal. Peut-être que Pinot, Godu, Madouas peuvent aller en chercher une aussi. Voilà, on peut encore gagner une étape. Le maillot à poids est toujours accessible pour un coureur français au passage. Même pour si voilà, pour tout le monde d'ailleurs. Mais donc il y a encore des belles choses à aller chercher. Peut-être que Guillaume Martin peut finir quand même dans le top 10 au général. Oui, il y a eu beaucoup de malchance, donc forcément c'est très décevant, quoi. Pinot est tombé, Bardet est tombé, même Guillaume Martin est tombé, donc à un moment, c'est compliqué de pouvoir surmonter tous ces problèmes-là. Il y a aussi qu'on sort d'une année qui était relativement exceptionnelle entre toute l'épopée en jaune, la double épopée même, d'Alaphilippe, Pinot qui était incroyable dans les Pyrénées, on s'attendait à une grande revanche et la poisse est revenue. Tu disais, c'est plutôt compliqué au général. Je regardais, il est 31e à 1h22, donc c'est complètement mort pour le général. Vous savez pas, peut-être qu'il va faire une show assez fantastique, mettre 2 heures à tout le monde. Sauf s'il y a une étape à la Pontarlier ou à la Montélimar en 2006 et qu'il y a le peloton qui a une demi-heure hors délai et que cette fois-ci on le laisse hors délai, il saura plus vraiment revenir se placer. Le général, Roland, Barguil vont faire un petit top 20 discret sans qu'on s'en rende compte parce qu'ils sont à 3 quarts d'heure à Paris. Guillaume Martin, effectivement, il peut remonter. On peut regretter que le temps qui a été perdu au Puy-Marie parce qu'il y avait Nicolas Hédé qui était devant et s'il se relevait dès qu'il sentait qu'il pouvait plus gagner l'étape, il aurait pu être d'un grand soutien, Guillaume Martin, dans la partie plate entre Néron et le Puy-Marie. Maintenant, voilà quoi, il a, par rapport au top 10, celui qui est devant lui, c'est Dumoulin déjà. Et il a une 30 à récupérer, plus tout le temps qu'il va perdre dans le contre-la-montre. Sauf s'il y a quelqu'un qui est très défaillant, le général c'est mort, mais comme le disait Johan, les étapes de montagne, elles peuvent sourire à des baroudeurs. S'il y en a qui sourissent à des baroudeurs, c'est assez compliqué de prendre des échappées cette année. Cocard, il est blessé au genou, il a du mal pour les sprints. Est-ce que l'étape de Champagnole, comment elle va se passer? Est-ce qu'il y aura des baroudeurs devant? Est-ce qu'il y aura des sprinteurs? Est-ce qu'il y a une équipe qui saura contrôler? Quels sprinteurs vont passer les Alpes?
Il y a énormément d'inconnus aussi sur l'étape de Champagnole. Potentiellement n'importe qui, sauf les purs grimpeurs, peuvent s'imposer. Non, on peut encore gagner des étapes, ouais. Après, est-ce que c'est sûr que c'est un peu décevant de revenir à se dire le Tour de France est sauvé parce qu'on a un mec qui fait 11 ou 12 et on gagne 2, 3 ou 4 étapes, plus un maillot jaune pendant 2 jours. C'est sûr qu'on est passé de grands espoirs sur plusieurs coureurs, d'espoirs sur Bardet et Martin qui étaient de façon inattendue venus rattraper le désespoir qu'on avait eu après la défaillance de Thibaut Pinot. Le général s'est plié, mais on pourra encore voir des coureurs briller. Johan évoquait le maillot à poids aussi. Le classement des grimpeurs, on a toujours 2 coureurs français aux 2 premières places. Si je dis pas de bêtises, non, Speter c'est toujours 2e. Il y a Pierre Roland. Non, c'est vrai que Pogačar et Roglic sont passés devant de justesse. Enfin, non, Speter s'il est à 5 points de Cosnefroy. Il y a Pierre Roland qui est revenu se replacer. Quentin Pacher qui est toujours pas loin. N'importe qui est toujours pas loin, parce que rien gagné à la Col de la Loze, si c'est une échappée qui va au bout, ça donne plus de points que ce que Cosnefroy a accumulé en 15 jours. Pour moi, c'est pas encore fini, on verra encore pas mal de coureurs français à l'avant. Alors d'ailleurs, c'est un peu trop tôt pour faire un bilan, mais j'ai vérifié la dernière fois qu'il n'y a pas eu de Français dans les 10, eh bien c'était en 2010. C'était l'année où le meilleur Français est classé 18e, il s'agissait de John Gadrem, et alors les Français avaient eu 7 victoires d'étape. Donc ça avait quand même pas mal compensé. Et sinon, il faut remonter à encore plus loin, il faut remonter à 2008, il me semble, 2008 avec la 13e place de Sandy Cazard. Ah oui, je pensais à Goubert, et à sa 26e ou 27e place. Où là, c'était vraiment... Oui, là c'était catastrophique, mais là, en 2008, il y avait eu 3 victoires d'étape françaises, donc pire Tour de France pour les Français depuis 2008, ça l'afficherait mal. Alors, il y en a un où j'ai des interrogations personnellement parce que je ne sais pas du tout ce qu'il va faire, c'est Thibaut Pinot. Parce que Thibaut Pinot, il a chuté, il a joué de malchance, il s'est fait décrocher, il s'est battu pendant toute la 2e semaine. Alors, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir aller dans les échappées pour tenter sa chance, pour aller tenter remporter une étape, même si les sensations, j'ai l'impression, ne sont pas très très bonnes, ou est-ce que vous pensez qu'il veut juste finir ce tour pour dire voilà, j'ai fini le tour, Johan? Bah, il essaye en tout cas, on le voit essayer d'aller dans les échappées. Après, oui, effectivement, dès que l'école monte plus de 10 minutes, il commence à avoir mal au dos et il décroche, quoi. C'est dommage qu'il ait pas été devant l'étape corrézienne, parce que là, les montées de col étaient assez courtes pour qu'il puisse faire quelque chose. Je sais pas. En fait, il a dit qu'il allait aller jusqu'à Paris. Il a dit que ça serait déshonorant de pas aller jusqu'à Paris, que c'était important pour lui aussi, donc il va aller jusqu'à Paris a priori. On va voir s'il arrive à plus avoir mal au dos. Sur l'étape du Grand Colombier, la première montée, il est pas mal. Donc c'est toujours difficile de savoir. La journée de repos, ça va peut-être lui refaire du bien. Enfin, on verra. Après, même pour son équipe, je trouve pas que ce soit la meilleure chance de victoire actuellement, quoi. Un David Gaudu ou un Valentin Madouas ont montré des choses un peu plus intéressantes, ou un Stéphane Kung d'ailleurs. Mais ouais, ça va être compliqué quand même. À voir s'il ne se transforme pas en équipier de luxe aussi. On sait qu'il y a un fort collectif qui est très uni chez Groupama FDJ. Il y avait même Bonnet qui était là pour aussi ce rôle-là, qui avait été sélectionné sur le tour plutôt que certains coureurs qui pouvaient prétendre à une meilleure condition physique. Ça me paraîtrait pas impossible de voir s'il y a une grosse échappée dans une étape et qu'ils sont à plusieurs et que Pinot montre qu'il n'a pas les jambes par rapport à un Madouas, par rapport à un Gaudu, qui se transforme en équipier de luxe dans cette échappée. D'accord. Alors, un autre Français qui est passé un peu au travers des gouttes, c'est Warren Barguil, tout simplement parce qu'il jouait équipier pour Nairo Quintana. Du coup, avec la défaillance de Quintana, Geoffrey, est-ce que tu penses qu'il va avoir enfin sa chance pour aller chasser les étapes? Bah, ça dépend s'il est échappé dans la même étape où il y a Quintana qui veut aller devant. Est-ce qu'il peut attaquer? Ouais, ça c'est sûr, on va le voir à un moment ou à un autre. Quand? Comment? C'est tellement compliqué de voir à quel moment le peloton va laisser partir une échappée, parce qu'il y a
Il y a le maillot vert qui est quand même en fil rouge de la dernière semaine. Pas la première fois depuis longtemps, avec Sagan qui va faire rouler son équipe encore très fort comme il a commencé à le faire si jamais il parvient pas à s'échapper. Ça va jouer sur la conception d'une échappée. Hein, l'étape de Villard-de-Lans, par exemple, je serais pas surpris de voir une grosse bagarre pendant 1 heure, parce que Quick-Step va pas laisser partir Sagan, et de voir une échappée qui se forme, par exemple, juste dans le col de porte derrière. Si on a une échappée qui se forme là, clairement, Barguil, pour moi, il en serait. Ouais, après Barguil, on l'a vu en échappée puis Marie, il avait pas le niveau pour gagner étape non plus, donc Non, c'est sûr. c'est un peu compliqué de lui dire de jouer sa carte alors que Quintana est quand même toujours dans le top 10. Donc, Alors, on va se tourner vers les sprinters, parce que, à part avec la bagarre pour le jaune entre Roglic et Pogačar, il y a aussi la bagarre pour le maillot vert entre Sam Bennett et Peter Sagan. Peter Sagan, qui s'était rapproché de Sam Bennett à un moment, malheureusement, il a été déclassé sur l'étape qui arrivait à Poitiers, à cause d'une vague sur Wout van Aert. Il a été déclassé, il a perdu les points, il a écopé d'une pénalité de points, en plus de ne pas avoir les points de sa 3e place, il me semblait, sur cette étape. Alors, pour vous, est-ce que la course au maillot vert est totalement terminée? Est-ce que Sam Bennett va finir en vert sur les champs? Ou est-ce que vous pensez que Sagan peut revenir, notamment avec plusieurs sprints intermédiaires dans des étapes difficiles où Sam Bennett ne pourrait pas passer, par exemple? Geoffrey, je te laisse la parole sur celui-là. Sam Bennett l'a dit lui-même que son plus grand adversaire pour le maillot vert, c'était pas Sagan, c'était les Alpes. Le règlement a changé par rapport aux années Cavendish, où si le groupe Eto termine hors délai, le Cavendish avait eu des pénalités de 20 points sur le maillot vert, et c'est grâce à ça qu'il le remporte l'année où il le remporte. Là, depuis quelques années, le cas s'est pas encore produit de façon notable, mais si Sam Bennett se retrouve dans un groupe Eto qui est hors délai puis repêché par l'organisation, parce que l'organisation refuse de mettre 60 coureurs à la maison, Sam Bennett reviendra à 0. Et ce hors délai de Sam Bennett, qui soit définitif et qui termine pas, ou qui ait son compteur de points remis à 0, pour moi ça peut permettre à Peter Sagan d'imaginer des étapes où ça démarre très fort. Comme toi, je reviens à l'étape de la Villard-de-Lans. Le début est quand même vraiment mal plat. Ça monte, ça descend. Il y a de quoi faire quelque chose de bien sévère. Si Bennett s'accroche, il risque de le payer les jours suivants. L'étape de Méribel, par exemple, on a une longue vallée avec le sprint qui est en plein milieu. Ça va encore être la guerre entre les deux pour aller jusqu'au bout. C'est des efforts que Sam Bennett risque de payer à un moment ou à un autre. Il n'est pas le sprinter le plus en moins. Pour les délais, je crains plus un Ewan qu'un Bennett, mais pour moi, Peter Sagan peut revenir au moins grâce à ça, mais au mieux, si on a du grand Sagan comme on l'a eu en échappée certaines années, quoi. L'étape qui est gagnée à Plaza Pargap, où il fait quelque chose d'incroyable dans l'école et notamment dans les descentes, s'il se retrouve à être surmotivé, on va le voir échapper souvent. Il y a l'étape de Champagnole, comme j'avais évoqué tout à l'heure, où c'est l'indécision totale, ce genre d'étape en fin de tour. Est-ce que ce sera un sprint? Est-ce que ce sera une échappée? Si c'est une échappée, il y en a combien devant? Si le maillot vert fait que la situation est possible, que fait un Sagan dans une étape comme ça? Est-ce qu'il s'échappe? Est-ce qu'il fait rouler son équipe en espérant faire sauter les sprinters? Non, pour moi, il est loin d'être fini, cette bataille pour le maillot vert. Alors, Peter Sagan, le souci qu'on a, c'est qu'il a sa dernière victoire d'étape sur le Tour de France, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière, c'était sur la 5e étape. Mais il dégage une impression de moins bien. On le sent qu'il n'est pas aussi impérial que lors d'éditions précédentes où on le voyait vraiment partout sur tous les terrains. Il a un peu ce rôle, ça a été un peu pris par Alaphilippe, même si bien sûr il sprinte moins bien. Alors, malgré cela, Peter Sagan, il dispose encore de 45 points de retard sur Sam Bennett. Sur les 3 étapes de montagne,
le sprint intermédiaire intervient avant la première grosse difficulté du jour. Alors, Johan, est-ce que tu penses que Sagan, il va de nouveau se montrer offensif? Est-ce qu'il va tenter sa chance sur toutes les étapes? Ou est-ce que Sam Bennett va se montrer surprenant et va contrôler son adversaire? Ah bah, de toute façon, Sagan, il est parti pour. Hein. Ça fait deux étapes de folie qui nous créent avec Lavore et Lyon où juste parce qu'il dit allez je vais chercher les points, il met un bazar pas possible et il met tout le monde dans le dur. Donc il va pas se calmer, il va continuer à faire ça. Le problème justement des sprints avant l'école, c'est que ça l'avantage pas du tout. C'est que Sam Bennett, il suffit qu'il se mette dans la route Sagan, qu'il attende jusqu'au sprint et puis qu'il le saute sur la ligne quand il arrive au sprint intermédiaire. Donc c'est vraiment pas avantageux pour Sagan cette configuration. Si au moins il y avait un col à passer, Sagan pourrait se faire très mal et puis réussir à aller chercher quelques points. Là c'est plus compliqué. Et pour le coup, Sam Bennett, il a beau craindre les Alpes, les étapes sont pas non plus configurées de manière à être très dangereuses pour les délais. Sur l'étape de la Louse, il y a beaucoup de vallées avant les deux derniers cols. Villard de Lans, c'est pas très dur. La Roche-sur-Foron, les cols sont pas hyper durs non plus à part la Glière. Pour Sagan, il va se battre jusqu'au bout, clairement, mais ça fait déjà 2 fois qu'il loupe des grosses occasions, donc Lavore et Lyon, où il va pas chercher tous les points qu'il aurait dû aller chercher. Ça va être compliqué de renverser à vapeur, donc à minima, pour qu'il gagne le maillot, pour moi, il faut qu'il gagne l'étape de Champagnole. Sinon, c'est mort. Et du coup, ça va être compliqué, vu que Peter Sagan, sur les sprints, à part le malheureux sprint à Poitiers, il n'a pas vraiment montré qu'il était plus fort que les autres. Il est arrivé tout près, mais pour le moment, c'est des sprinters tels que Sam Bennett, que Caleb Ewan, qui a écrasé le sprint à Poitiers, où on le voit faire une remontée sur un des sprints de première semaine. Du coup, est-ce que c'est Sagan qui est moins bon, ou est-ce que c'est ses adversaires qui sont plus forts, Geoffrey? Sagan est clairement moins bon, parce que dans les étapes qui sont dans les configurations qui lui conviennent, il n'arrive pas à conclure. Donc il est assez fort, il est costaud, il a une bonne force générale, mais s'il est en retard sur le maillot classement par points, alors que un Sam Bennett n'a pas été non plus forcément hyper dominant dans les sprints, c'est que le Sagan est en retard en fait, tout simplement. Le fait qu'il n'ait pas gagné d'étape, c'est assez révélateur. Ça fait plusieurs années qu'il est en retard sur les sprints. Les dernières étapes qu'il a gagnées sur le Tour de France, c'était soit l'étape de Colmar où il avait fait le ménage et c'est un sprint mais où il reste plus grand monde, ou c'est des étapes où il y avait un final un peu plus accidenté. Ouais, il en a pas gagné, mais si on compte l'étape de Poitiers, où il y a la vague, il est déclassé et tout ça, mais il a 6 top 5 quand même. Ça reste les habitudes de Peter Sagan, quoi. Qui gagne pas les sprints massifs, mais il est jamais très loin. Et avec l'usure des 3 semaines, je le vois plus en forme, notamment sur l'étape de Champagnole, même si c'est l'étape la plus indécise et qui est a priori la plus ouverte pour la victoire d'étape dans ce qui reste. Alors sur les étapes de plat, on a parlé de Sagan, on a parlé vite fait de Bennett. Est-ce que pour vous, sur les sprints, que ce soit en première ou en deuxième semaine, il y en a un qui vous a plus marqué que d'autres? Alors il y a Caleb Ewan, on en a parlé, il y a aussi Wout van Aert, voire du Brian Cocker. Est-ce qu'il y a une étape, un sprint qui vous a vraiment marqué comme étant un beau sprint ou un sprint qui vous a impressionné, Geoffrey, du coup? Beau sprint... T'as le droit de dire non. Tout dépend ce que tu appelles beau sprint. En termes de punch, c'est Caleb Ewan qui quand même qui est quand même toujours impressionnant dans sa manière de se faufiler. Alors un petit sprinter australien qui se faufile dans tous les sens, forcément la comparaison est rapide avec Robbie McEwen, mais il sait se montrer très à l'aise sans qu'il y ait besoin d'un train. Maintenant, quitte à avoir faire une petite remarque sur un sprint, c'est le déclassement de Sagan que je trouve inapproprié, alors qu'on a toléré
en première semaine, la vague de Bennett sur Ewan qui sert absolument rien à part essayer de faire un écart à Ewan pour le ralentir et essayer de le rester devant, alors que pauvre Sagan, s'il n'y a pas le crétin dans le public qui met sa perche devant sa tête, il n'est pas obligé de le faire, l'écart. Alors Le justement, tout dans un sprint avec une courbe qui est en plus particulier, parce que il y a le virage qui rend difficile la tenue pour tout le monde d'une belle ligne droite. Mais bon, on va pas refaire l'histoire, il a été déclassé, ils n'ont pas fait appel. justement, sur cette étape, il y a eu un mini débat. Du coup, toi, ta position que Sagan n'aurait pas dû être déclassé, il y en a d'autres qui pensent le contraire. On voit Je me Sagan, permets il quand a même- été... Je me permets de Oui, t'interrompre vas-y. pour être le point. Dans l'absolu, j'aurais déclassé Sagan sur cette étape-là, mais j'aurais aussi déclassé Bennett en première semaine quand il fait 2 derrière Ewan. À partir du moment où on a toléré la vague de Bennett en première semaine, je ne comprends pas pourquoi on sanctionnerait celle de Sagan, qui est quand même beaucoup moins flagrante selon moi. Alors oui, il y a un contact de sa tête sur le corps de Van Aert, mais enfin il bouge sa tête pour éviter la perche qui est dans le public, quoi. On va pas demander à un sprinter de foncer la tête première parce que il y en a qui mettent des perches avec des téléphones au milieu de la route. Le casque, il faut que ça serve à quelque chose. Hein. Après, est-ce qu'il n'y avait pas justement pas la place de base? Est-ce qu'il évite la perche, il fait contact avec Van Aert, mais est-ce que de toute façon, il n'y avait pas assez de place? Alors, ça a fait un petit débat. Pour toi, Johan, est-ce que tu penses que Sagan était fautif, ou est-ce que si toi, dans cette situation, tu te retrouves comme ça, est-ce que tu tentes de passer dans la petite zone, ou est-ce que tu te dis non, c'est mort, j'y vais pas? Moi, je me dis non, c'est mort, j'y vais pas, parce que Wout van Aert, il fait 20 kg plus que moi, mais Sagan force la porte quand même, quoi qu'il arrive, il passe à un endroit où il est très limite. Il y avait Jabert sur France Télévisions qui disait qu'il avait pas trop le choix d'y aller. Bah si, il pouvait clairement ne pas y aller. Moi, ça me gêne pas trop le contact, donc le fait qu'il force un peu la porte, ça me gêne pas. Je comprends le déclassement, je le comprends d'autant plus dans le contexte qu'il y a eu à Groenewegen, où un geste qui est très visible pour le grand public, ça a été déclassé. Et effectivement, sur le plan sportif, on peut se poser la question de si c'est équitable ou pas, mais le déclassement me choque pas, même si je suis plutôt contre. Alors, on va continuer sur le maillot vert, même si je pense que cette dernière partie sera assez vite faite. Bennett, comme Geoffrey l'a dit, il a dit que son adversaire principal, c'était les Alpes. Prenons un scénario hypothétique où il n'arrive pas à rentrer dans les délais, Sagan hériterait du maillot vert. Du coup, l'avance de Sagan est très minime. Il y a Matteo Trentin qui a 189 points. Coquard, derrière, il en a 166 et Yuan en a 158. Est-ce que pour eux, le maillot vert est encore jouable si un scénario type Bennett abandonne ou est mis hors délai arrive? Non. C'était clair, concis, merci. Et Johan? Trentin et Coquard, ils vont déjà se reprendre 30 points dans la tête sur le sprint des Champs-Élysées, donc non. Et Caleb Ewan, ça pourrait s'amuser à essayer de jouer ce classement, mais il n'a pas l'air du tout parti pour, donc c'est mal engagé quand même. L'année dernière, c'était déjà de loin le meilleur sprinter du Tour de France. Il fait pas les sprints intermédiaires, il est là pour gagner des étapes, pas pour avoir le maillot vert. Il se fatigue pas au sprint intermédiaire, il a pris quelques points parfois, à mon avis. Il le prend plus par circonstance parce qu'il a testé les jambes un petit peu pour se lancer, mais il vise pas le maillot vert depuis le début. Je vois pas pourquoi il se retrouverait à le faire en cours de route. Et Ewan, c'est celui qui souffre le plus en montagne. Il est systématiquement dans le dernier groupe à arriver, à se présenter sur la ligne d'arrivée. Je vois pas perdre de l'énergie dans les débuts d'étape à aller récupérer des points. Il va se caler avec Roger Kluge et les autres pour finir dans les délais tous les jours. Et s'il y arrive, il sera bien content d'aller gagner l'étape sur les Champs-Élysées. On a parlé de
la Bora et de Sagan, de son plan pour tenter de récupérer son maillot vert, notamment avec l'étape à Lyon où il fait rouler toute son équipe pour tenter de faire craquer Bennett. On a eu aussi la EF Education First qui a mis 3 hommes à l'avant à Puy-Marie avec le risque que derrière Rigoberto Urán se fasse lâcher au général. Ça a payé Daniel Martinez de remporter l'étape. Et la Sunweb qui, tout au long de la semaine, a fait des tactiques uniques, on peut dire, notamment avec Søren Kragh Andersen, avec Mark Hirschi. Alors, est-ce que pour vous, sur des tactiques comme ça, est-ce que techniquement, ce Tour de France vous plaît, Johan? Je trouve que dire que Education First ou Sunweb fassent vraiment des plans tactiques, c'est un peu surestimer leur plan de course qui est surtout très bourrin et envoyer le plus de monde possible devant et puis essayer de jouer les cartes après une fois qu'on est devant. Donc c'est très beau ce qu'ils font. Sunweb, je trouve qu'ils font une très belle course, notamment aussi pour lancer ces balls dans les sprints massifs où ils ont fait des très beaux trains. Leur collectif est vraiment super agréable, mais je trouve pas que sur le plan tactique ça soit très bien joué. Je trouve que la Bora pour le coup a montré plus de finesse tactique, que ce soit pour encadrer Sagan ou par exemple sur l'étape du Puy-Marie avec Sharman et Kamna où vraiment c'était parfait tactiquement, ils sont juste tombés sur un mec en face qui était trop fort pour eux quoi. J'ai le même avis sur Sunweb, c'est très bourrin et c'est on fonce et on voit ce qui se passe. Quand on se retrouve à voir 2 mecs qui s'échappent, un qui est devant qui ralentit parce qu'il a son copain qui arrive derrière, mais le copain qui s'arrête aussi parce que finalement le peloton est pas loin, qui doit prévenir le mec devant, qui s'arrête puis il redémarre. Ça fonce, ça voit ce qui se passe. Quand ça attaque à 2 aussi avec un train de retard dans l'étape de Lyon, c'est avec le risque que la deuxième attaque ramène des coureurs sur le mec qui est déjà devant. Au final, ça se goupille bien parce que l'attaque qui tombe sur Andersen, ça aurait pu tomber sur n'importe qui ou presque. Il se retrouve à être devant et à pouvoir attaquer au moment où tout le monde se relève. Il y a toujours une part de chance quand il y a un final comme ça, plus que de tableau noir, quoi. Alors que Bora, effectivement, je trouve aussi qu'il joue finement parce que ils font tout péter en courant hyper bourrin et ils réussissent quand même en cours de route à s'associer à la CCC pour qu'eux aussi se mettent à rouler, alors qu'ils ont moins de chances de gagner à l'arrivée, mais ils roulent quand même. Je sais pas, ils ont peut-être s'en mettre au Trentin, je sais pas. Mais il y a dans les 2 cas, ça reste bourrin, collectivement. Après, collectivement, je sais pas si on peut dire qu'il y a une équipe qui joue bien tactiquement, à part les Bora, quoi. Les Bora, pardon, les Jumbo Visma, comme avait dit Thierry Adam hier, qui dominent quand il faut dominer, qui sont là quand il faut l'être, qui font le boulot pour un Roglic qui a même pas attaqué pour se retrouver à gagner le Tour. Alors, au final, sur ces étapes, on a beaucoup parlé des arrivées en haute altitude, de la montagne, du Puy-Marie, du Grand Colombier, mais au final, les étapes où on a vraiment eu le plus d'action, entre guillemets, c'est des étapes type la Reims lors des Pyrénées, de l'étape 9 en première semaine. On a aussi eu à Lyon, on a eu beaucoup d'actions. Malgré le fait que Søren Kragh Andersen qui est juste parti à 5 km, aussi à Saran par exemple, avec le numéro de Mark Hirschi, est-ce qu'au final, c'est pas plus d'étapes type ce qu'on a à la Reims, ce qu'on a à Lyon, qu'on devrait avoir plutôt que des étapes du type Puy-Marie Grand Colombier avec des arrivées en haute altitude, Johan? On devrait tenter un tour sans haute montagne du tout, ça serait rigolo si on verrait ce qui se passe. Ouais, non, mais c'est. Altitude, ça serait pas mal. Ouais. Mais oui, enfin, clairement, c'est les étapes de transition qui sont les plus belles, là. Surtout que du coup, il y a la Bora qui est surmotivée pour essayer de faire remporter le maillot vert à Sagan. Et c'est le plus beau duel pour le maillot vert depuis Baden-Cook et Robbie McEwen en 2003, quoi. Et c'est ultra enthousiasmant, et clairement si l'intérêt du Tour de France il est pas maintenu par la lutte au général, l'intérêt du Tour de France il est maintenu par la lutte pour le maillot vert, hein, clairement.
Il y a eu quelques beaux matchs quand même depuis 2003 hein, pour le maillot vert. Ça remonte pas aussi loin. Mais Non, mais oui, il y a Torchov qui était c'est sûr rigolo que et tout ça. sur l'ère Sagan, il y avait en général pas de suspense. C'est un peu rafraîchissant de retrouver ce match. Mais c'est sûr que les étapes comme le Puy-Marie ou le Grand Colombier, où ça se retrouve à juste être un concours de watts sur les 3 derniers kilomètres entre ceux qui sont encore là, c'est pas passionnant, quoi. Cette année, parce que c'est des étapes qui sont soi-disant chiantes, on a retiré toutes les étapes plates, comme ça il n'y a plus de sprint massif, pour qu'en montagne, ce soit pareil, mais c'est des grimpeurs qui le font, quoi. Il se passe pas grand-chose pendant 90% de l'étape, et ensuite il y a un final animé sur les 10 derniers kilomètres. C'est sympa sur la Vuelta, sur le Tour de France, j'attends un peu plus. Alors justement, le parcours, il a beaucoup été critiqué, notamment parce que le Grand Colombier arrive juste avant les Alpes, du coup les favoris n'ont pas vraiment voulu se livrer bataille. Comment est-ce que vous auriez vu cette deuxième semaine du Tour de France? Comment est-ce que vous auriez agencé cette deuxième semaine du Tour de France pour qu'elle soit entre guillemets plus intéressante tout en gardant les mêmes profils en première et en troisième semaine? C'est un scénario hypothétique. Geoffrey, je sais que t'aimes beaucoup tracer. Toi, qu'est-ce que tu penserais comment aurais-tu modifié cette deuxième semaine pour qu'elle soit un peu plus dynamique, on va dire? Alors, c'est pas spécialement la deuxième semaine que j'aurais modifié, c'était la première. On a vu une occasion inédite d'avoir un tour vraiment atypique avec de la haute montagne très tôt. Là, au final, pendant 15 jours, il y avait de la montagne partout, il y avait de la montagne nulle part. Turini a servi à rien, la Luzette a servi à rien. Le Grand Colombier a servi quasiment rien. Oui, ok, on a distancé Bernal et il y a Quintana qui a perdu du temps. Mais je veux dire, il y a Peyo, Bilbao et Caruso qui sont encore là, la flamme rouge, quoi. C'est dire à quel point il y a eu de l'écrémage quand même. Si j'avais eu à tracer ce tour en partant de Nice, Christian Prudhomme et Thierry Gouvenou voulaient de la montagne tôt. Fallait assumer, pour moi. Et le 4e jour, quand on part de Gap, plutôt que d'arriver à Orsières-Merlette, on monte de quelques kilomètres en plus et on arrive à l'Alpe d'Huez. Et la Loze, on le fout le surlendemain. Et on a une première semaine qui est déjà chargée et on met des leaders tôt. Et après, on met plein d'étapes piégeuses en faisant le tour par le nord. Et on redescend et on finissait par les Pyrénées, par exemple. En partant de Nice, il y avait tellement l'occasion de faire quelque chose de particulier. Mais au final, voilà, ce que je disais, il y a de la montagne partout, mais de la montagne nulle part, parce que on a empilé d'écoles. Beaucoup sont cramés, quoi. Je veux dire, on a le dernier du général qui a plus de 4 heures. Il a déjà plus de retard après 15 jours que les derniers de ces dernières années. On a le 20e qui a 1 heure. C'est un truc qui s'est jamais passé depuis les années 50. C'est qui est fou là-dedans, mais au final, on a 8 mecs qui sont en 3 minutes. Parce que on a une dernière semaine qui est hyper surchargée en montagne. Et tant qu'on blinde en haute montagne la dernière semaine, pour moi, on n'aura pas vraiment beaucoup mieux, entre guillemets, pour le classement général avant. On a quelque chose qui est insurmontable, quoi. L'année dernière, c'était pareil. Ça a commencé un peu au Tourmalet, mais il n'y avait pas beaucoup d'écart. On avait trouvé que c'était une belle étape parce que il y a un Français en jaune, il y a un Français qui gagne, il y a un Français qui en bleu, blanc, rouge et qui attaque au milieu du col. Là, c'était un Britannique qui a accéléré et ces 2 Slovènes qui sont dans la position des Français. Du coup, on trouve ça chiant. Mais c'est la même situation. Alors que si on inverse avec 2018, ok, la première étape n'avait pas servi à grand-chose et c'était pour Baroudeur, mais c'est devenu une habitude maintenant, depuis la Pierre Saint-Martin, de laisser une étape pour Baroudeur dans le début de la montagne, mais il y avait des choses dures, parce que pas empêché Kreuzweig de faire mumuse et de s'échapper très tôt dans l'étape de l'Alpe d'Huez, et ça a donné de la montagne plus intéressante par la suite. Je dirais aussi que quelque chose qui se ressent aussi, quitte à mettre beaucoup de montagnes, ça manque de contre-la-montre, quoi, parce que du coup, si au moins on avait un bon petit chrono de plat de 35-40 bornes première semaine, ça aurait mis des écarts et au moins ça aurait incité un peu moins les grimpeurs à jouer les bonifications.
C'est sûr que tous les grimpeurs qui sont dans le top 10, ils étaient à 5 minutes plutôt qu'être à 1:30. L'étape du Grand Colombier, on n'a pas la même. Donc peut-être un contre-la-montre en ouverture de deuxième semaine, si jamais on garde disons qu'on garde la même première semaine, exactement la même qu'ASO a tracée, et on garde la même troisième semaine qu'ASO a tracée. Est-ce que vous pensez du coup qu'un contre-la-montre à la place de l'étape des îles, ou avant l'étape des îles, aurait pu sauver ce Tour de France? Bah, à Non, la place de l'étape du Puy-Marie, en fait. Enfin, qui sert pas grand-chose, qui s'annonçait pas être très décisif pour le général. Oui, c'est très joli, il y a des paysages, c'est cool, machin, mais à part remettre de la difficulté et de la fatigue, enfin, un peu gratuitement, c'est pas très intéressant non plus. Hein. Ouais, et parce que l'étape des îles, comme tu l'appelles, il y a le fait que depuis quelques années, il y a une collectivité qui a la journée de repos et qui a le lendemain une étape semi-touristique en intégralité. Je veux dire, il y avait le Gard l'année dernière, il y avait les Charentes-Maritimes cette année, donc c'est un peu compliqué de caler le contre-la-montre là. S'il y avait un contre-la-montre à caler quelque part, c'est l'étape du Mont Aigual que j'aurais fait sauter. Parce que c'était une telle évidence qu'il allait rien se passer là, dans une arrivée en altitude, alors que tout le monde s'est déjà testé en montagne, que ceux qui sont loin sont déjà loin, que ceux qui sont pas en forme ont déjà été défaillants, donc on n'est pas surpris de les voir lâcher une nouvelle fois. C'était sympa pour les baroudeurs, mais... Au-delà de ce qui aurait pu se passer, qu'est-ce que vous voyez se passer sur cette troisième semaine? Est-ce que ce sera dans la lignée de la deuxième semaine, ou est-ce que les favoris vont se marquer? Geoffrey, toi, tu pensais que les favoris vont être contents de leur place, ils vont pas s'attaquer, ou est-ce qu'au contraire, on va avoir une course un peu plus mouvementée lors des Alpes, puisque on sait que Roglic est un cran au-dessus de tout le monde sur les contre-la-montre, et il va donc falloir reprendre le temps sur lui à la planche des belles filles, ou comme je l'ai dit plus tôt, ou est-ce qu'il se passera rien, Johan, du coup? Bah, déjà, Villard-de-Lans, il va rien se passer. Je vois aucun favori prendre des risques. Enfin, clairement, dans une étape comme ça, enfin, c'est compliqué d'aller gagner du temps sur cette étape-là sans vraiment se cramer pour les étapes qui viennent derrière. Le col de la Loue, c'est une étape qui va se faire plutôt à la pédale. Il y a des coureurs qui auraient pu prendre des risques en attaquant dans la Madeleine, mais j'y crois modérément au vu des dernières étapes. On peut espérer qu'un Landa fasse que péter dans la Madeleine, par exemple. Et limite, si on doit espérer quelque chose, c'est sur la Roche-sur-Foron, d'avoir une étape un peu type Dauphiné, où ça parte un peu dans tous les sens. Mais ce qui pourrait être pas mal, c'est Roglic qui reste en jaune jusqu'à la col de la Louse, qui tombe, qui se casse quelque chose, qui abandonne, et Pogacar qui se retrouve dans la position de Pinot, comme sur le Dauphiné, et tout le monde contre sa gueule. Là, ça pourrait être rigolo. Mais sinon, pour moi, il n'y a qu'une seule étape où il peut y avoir quelque chose, et l'étape de Champagnol qui risque d'être magnifique, parce que Peter Sagan et Abora vont y aller pleine balle, quoi. Je suis assez du même avis. Villard-de-Lans, pour moi, il y aura l'échappée avec 8 à 18 minutes d'avance sur le peloton, où Roglic va aligner tout le monde avec Pogacar, et les autres vont perdre 4, 8, 12 secondes derrière, à défaut des bonifs, les fameux points bonus là, qui à Saint-Nizier servira encore à rien. La Loze, ça fait tellement peur à tout le monde que la Madeleine, ça va faire un tri dans le peloton, mais pas grand-chose de plus. La montée jusque Miribel, il y aura Van Aert qui va mettre un train, puis après ce sera un autre, et ça commencera à bouger sur le final. Alors ouais, il y aura des belles images, la pente est ultra irrégulière, tout ça, mais ça fera un beau film résumé, comme on avait des belles images l'année dernière à la planche des belles filles, mais le tour pourra pas se renverser là, sauf défaillance subite de Roglic, mais j'y crois pas. Et là, il reste après l'étape de la Roche-sur-Foron, où effectivement, il y a de quoi faire. Le Roseland en entrée, c'est un col qui mériterait d'être hors catégorie, quoi. C'est vraiment dur, c'est long. C'est un gros morceau pour se lancer. Il y aura un début d'étape qui sera rapide, parce qu'il y a le sprint qui est ce jour-là, après 14 km seulement. Demain, après-demain, le sprint, il est après 1 heure. Après 14 km quand ça démarre de Miribel, donc il restera plus que 10 bornes après avant le pied de Rosan.
Il y a moyen de tout faire péter dans celle-là. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Comme je disais tout à l'heure, je crains qu'on ait une répétition de l'étape de Morzine en 2016 où il y avait de quoi tout faire péter de partout. Et au final, tout le monde est content de sa place, donc ça se suit tranquillement. Surtout que là, il y a le chrono de la planche des belles filles, mais je suis du même avec Johan, quoi. Regardez l'allure de la dernière semaine. C'est l'étape qui nous fait le plus envie, c'est celle de Champagnole, quoi. Il y a un truc qui déconne quelque part, là. Alors, avant de passer sur la conclusion et le classement final, le classement général, vous pensez sera le classement définitif à Paris, je vais vous demander 3 choses que vous attendez. Alors, elles peuvent être réalistes ou irréalistes. 3 choses que vous attendez, que vous voulez voir sur la 3e semaine. On va commencer par Geoffrey, du coup. On va commencer par un espoir un peu fou, Thibaut Pinot qui a plus mal au dos dans le contre-la-montre. Il fait ce qu'il fait, mais qu'il ait plus mal au dos et que au moins il nous donne envie de recroire en lui avec au moins le temps de référence quand il se retrouve à terminer. Il sera entre la 25e et la 35e place au général, après ça reste de la marge et je vois Roglic de toute façon gagner ce contre-la-montre là, mais qu'il soit bien physiquement et que le moment où il passe la ligne, il est en tête. Ensuite, je sais pas que c'est réaliste ou irréaliste, mais j'espère tellement me tromper sur l'étape de La Roche-sur-Foron, pardon. C'est une étape que je pourrais pas suivre en direct, je vais essayer de pas me faire spoiler et regarder le replay en rentrant chez moi le jeudi soir. J'espère tellement que je vais pas me contenter d'avancer entre le sommet de chaque col pour voir comment se joue le maillot à poids et regarder les baroudeurs se jouer l'étape à l'arrivée et que j'aurai pas à sauter dans le replay à regarder tout d'un coup. J'espère tellement me tromper sur l'appréhension que j'ai sur cette étape. Et en 3, ça va être une petite connerie, mais que Pierre-Luc Perrichon termine mieux classé qu'Elia Viviani et que Christophe Laporte dans l'étape des Champs-Élysées. Ce qui est pas impossible, il a déjà fait top 10 dans cette étape-là, donc... Et vu la forme de Viviani en ce moment, tout est possible. Alors, avant de conclure ce podcast, lors de la première semaine, je vous avais demandé, Brice, vous avez demandé à tous de faire un top 3 au général, pas forcément dans l'ordre. Maintenant, je vais vous demander ce même top 3 au général, mais je vais vous demander l'ordre exact et je vais vous demander le porteur de chaque maillot à Paris. Et donc, du coup, comme c'est Geoffrey qui avait commencé, ton top 3 dans l'ordre et le porteur de chaque maillot, donc vert, à pois et blanc, à Paris. Roglic devant Pogačar, et j'ai tellement pas envie de dire Rigoberto Urán, j'ai rien contre lui, hein, mais j'ai envie que le 3e ce soit un mec qu'on ait vu faire quelque chose, et donc je vais dire Richie Porte en 3. Il va vaincre la malédiction, il va aller au bout, il va monter sur le podium d'un grand tour. Le maillot vert, alors tu m'as demandé le maillot vert sur les Champs-Élysées. Je vais un peu détourner la question, je vais dire, je pense que Peter Sagan va porter le maillot vert dans la dernière étape, parce que je pense qu'il l'aura récupéré d'ici là. Maintenant, est-ce qu'il l'aura après l'étape? Si Bennett est pas loin en nombre de points, Bennett risque de marquer plus de points à Paris. Non, je vais quand même dire Sagan. Il n'y avait pas de tournure de phrase dans la question, c'était qui remportera le maillot vert. J'avais dit sur les Champs-Élysées à un moment, c'est pour ça. Parce que j'avais pensé d'abord à ça pour le maillot à pois, parce que je me dis que suivant comment ça se passe, si Roglic assomme sans Pogačar peut porter le maillot à pois et du coup il porterait pas le maillot blanc. On va faire plus simple, qui va gagner les classements annexes? Ouais, donc le maillot à pois, je pense que ça sera Roglic ou Pogačar, rien qu'avec les points à la Loz. Si c'est un baroudeur, mais ça peut tellement être tout le monde, je veux dire un mec qui a 0 points, il peut être maillot à pois après-demain, donc si l'échappée va au bout, alors on va essayer de prendre un peu de risque. J'ai pas d'affect particulièrement pour lui, mais s'il va le chercher et qu'il se débrouille bien pour compenser la perte un peu injuste de 2013, un Pierre Roland, ce serait sympa pour lui. Je vois pas gagner l'étape, mais s'il peut aller chercher le maillot à pois, ce serait sympa pour lui. Et donc il te reste maillot blanc, classement par équipe. Maillot blanc Pogačar, il n'y a pas trop de... meilleur jeune, c'est pas le pareil le plus insensé. L'équipe, la Movistar. Le super combatif,
je pense Mark Hirschi, c'est pas celui qui a été le plus échappé, mais quand il est échappé, on le voit bien, quoi. Mais il y a, je veux dire, quand il y a eu Dan Martin qui l'a eu, quand il y a eu Bardet qui l'a eu, c'est tellement pas eux qui devaient l'avoir que je sais pas trop comment le jury va décider de voter. Ok, bah ça marche. Ben merci à vous de vous être joindre à moi pour ce podcast juste avant la 3e semaine du Tour de France. Tu peux faire ton pronostic aussi. Ah d'accord, très bien. Bah moi je pense Richie Porte vainqueur du Tour, parce que la team Richie vaincra. Voilà, tout simplement. Et derrière Pogačar et Roglic. Maillot vert, je vois bien Sam Bennett le gagner, il me semble avoir un peu trop d'avance. Côté maillot à pois, je suis un peu du même avis que vous. En fait, je pense que le vainqueur du col de la Loze, ce sera celui qui le portera. Donc, je veux dire, malheureusement, Pogačar. Enfin, ce serait pas immérité parce que c'est vraiment probablement le meilleur grimpeur du Tour de France, mais ce serait dommage que ce soit pas un baroudeur comme Pierre Roland. Maillot blanc, Tadej Pogačar. La Movistar pour le classement par équipe. Et super combatif. Je vois mal comment il pourrait échapper à un Mark Hirschi, à part si Alaphilippe fait une énorme 3e semaine. Donc voilà mes pronos. Et Roger Kluge, pronostic pour la lanterne rouge. Grosse bataille avec Jérôme Cousin quand même. Hein. Ah, il se laisse décrocher sur la fin, une fois qu'il est sûr qu'Ewan est dans les délais. Roger Kluge, on l'a vu traîner devant la voiture balai au Grand Colombier. Je pense qu'il va refaire le coup dans les prochains jours. Soit il est hors délai parce qu'il est avec Ewan, Frison, De Beust et que ça essaye d'amener l'Australien à Paris, soit il sera lanterne rouge. Ça marche. Bon, comme ça, on a vraiment fait le tour. Et grosse bataille pour la lanterne rouge. Il n'y a que 2 minutes entre les deux. Tout est 2-18. Donc, merci à tous d'avoir écouté ce podcast sur la 2e semaine du Tour et donc la future 3e semaine du Tour. On se donnera rendez-vous après le Tour de France pour un débrief de la dite 3e semaine. Est-ce que Pogačar va gagner? Est-ce que Roglic va gagner? Nous, on ne sait pas. Vous le saurez peut-être quand vous réécouterez ce podcast. En tout cas, merci Geoffrey et merci Johan d'avoir répondu présent. On se dit à la prochaine tout le monde et au revoir.